amis, chers conférence. auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, nous allons innover car je reçois en studio une jeune docteure en études sur le patrimoine juif et je dis bonjour, Boker Tov, à Merav Belaïch. Boker Tov, Merav. Boker Boker Tov. Alors, Merav, tu vas déjà nous raconter un petit peu, nous décrire ton cursus, parce on va commencer avec la première casquette, mais j'annonce aux auditeurs que Merav a deux casquettes. Alors, on va commencer avec les études sur le patrimoine juif et ta thèse sur les Juifs oubliés, les communautés juives séfarades à New York, entre les années 1882-1924. Quel programme! À toi, Merav. Ma thèse, le doctorat, l'année dernière à l'Université d'Ariel. J'ai écrit sur les Juifs qui sont arrivés de Grèce, de l'Empire ottoman et des pays du Balkan à New York, parallèle aux Juifs qui sont arrivés de la Russie et de l'Est Europe à New York dans la même époque. Et ils ont vécu des différentes difficultés d'immigration. Aujourd'hui, on ne les connaît pas du tout. Il reste très, très peu de Juifs sfarades qui se identifient et qui gardent les traditions sfarades aux États-Unis. Et on parle à peu près de 3%, que c'est surtout des Juifs qui sont arrivés de la Syrie et du Maroc aux années 50. Alors, donc, aujourd'hui, il y a presque plus de gens qui restent de l'immigration que moi j'ai recherché. Et je trouve que, autant qu'éducateur, autant que préserver l'histoire juive de ces derniers siècles, c'est très important pour nous aussi en Israël et aussi dans tout le monde juif de reconnaître et de raccorder, garder la mémoire de ces juifs. C'était pas peu de juifs, on parle de à peu près entre 50 et 100 000 juifs que c'est, on n'a pas la somme exacte parce qu'au début, ils n'étaient même pas sûrs, ceux qui ont écrit les données des gens qui sont arrivés aux États-Unis, ils n'étaient même pas sûrs que c'était des Juifs, ils pensaient que c'était des Turcs ou des Arabes. Et alors, on n'a pas la vraie somme de Juifs arabes qui sont arrivés à cette époque. On parle à peu près d'une proximité d'entre 50 et 100 000 juifs. Alors, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est que tu as vraiment séparé en 7 chapitres avec des distinctions notables. Dans le premier chapitre, tu vas analyser les raisons qui les ont amenés à faire cette migration vers les États-Unis. Ouais. Ah Alors, oui, alors en effet, les Juifs qui sont arrivés, les Ashkénazes qui sont arrivés dans la même époque, ils sont surtout arrivés à cause de l'antisémitisme qu'ils ont vécu en Russie, en Pologne et tout ça. Et c'est très intéressant parce que les Juifs qui sont arrivés de l'Empire ottoman, de la Turquie et de la Grèce, ils n'ont pas vécu aussi une grosse antisémitisme et ils sont vraiment arrivés à cause de plusieurs raisons. Ceux qui sont arrivés pour améliorer leur état de vie, les femmes qui sont arrivées pour avoir une éducation qu'ils n'avaient pas accès dans leur origine, dans leur pays d'origine. Et on voit que la raison donc qui sont venus aux États-Unis ont influencé aussi à leur intégration et dans l'environnement juif ashkénaze et dans l'environnement américain. Ils ont essayé de s'intégrer, ils ont essayé d'améliorer leur état de vie, mais ils ont trouvé un choc très grand culturel
qui les a complètement changés de mode de vie, et c'était beaucoup plus moderne de ce qu'ils connaissaient. Ils ont essayé de préserver beaucoup de leur tradition et beaucoup de leur identité donc sfarade, mais ils ont pas, ça dépend des endroits et ça dépend des communautés, ils n'ont pas vraiment réussi à le faire parce qu'ils ont rencontré donc des différences très très grandes de ce qu'ils connaissaient avant. Alors, dans le deuxième chapitre, tu passes en revue les cadres communautaires qui ont été établis parce que ils ont quand même réussi à s'organiser, bien qu'étant rejetés par la communauté ashkénaze qui leur reprochait entre autres de ne pas parler yiddish. Voilà, exactement. Alors, j'ai pas dit que le main marquive, comment on dit? La raison principale. Oui, mais je veux dire, OK. Oui, la raison principale, donc, ils n'ont pas réussi de s'intégrer avec les Ashkénazes, c'est qu'ils ne connaissaient pas le Yiddish. Ils connaissaient l'anglais, un petit peu des fois, et surtout, ils parlaient le ladino. Et donc, les Juifs qu'ils étaient déjà aux États-Unis, qu'ils étaient d'origine ou de l'allemand ou euh, de la Russie, de Pologne, voilà, ne, et au début, ne voulaient même pas les reconnaître autant que juifs. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils ont vécu les Éthiopiens quand ils sont arrivés en Israël à la fin du XXe siècle, et que ici en Israël, c'était dur pour les Juifs de reconnaître leur judaïsme. Et c'était exactement la même chose à New York. Et je peux dire même plus dur parce que là-bas, ils étaient orthodoxes. Ils avaient le Shulchan Aruch. Ils avaient la halakha juive comme on le connaissait euh, les juifs, les communautés juives religieuses en Europe, mais ils parlaient pas la langue, ils parlaient pas le yiddish. Et j'ai envoyé un mail au Rav Dr. Mark Engel. Il était le chief rabbin de Shérit Israël, de la communauté Shérit Israël. Son grand-père est arrivé de Rhodes à New York et après il est arrivé à Seattle. Et il m'a écrit que son grand-père, quand il est arrivé à une synagogue orthodoxe, Ashkenaz bien sûr, et il voulait prier avec tout le monde. Il a le même sidour, la même religion. Et on lui a dit, sors de là, t'es pas juif, t'es turc, vous pouvez pas entrer ici. Et il leur a montré cette filine. Et les mitpalelim, ils lui ont dit, tu les as volés, t'es pas juif, c'est pas possible, on connaît pas des juifs qui ne parlent pas le yiddish. Jusqu'à qu'ils ont trouvé un rabbin là-bas aux États-Unis, il a dit en effet, il y a dans le monde des juifs qui ne parlent pas le yiddish. C'est bon, il est juif. S'il dit qu'il est juif, s'il a les tefilines, même qu'il ne parle pas le yiddish, qu'il parle le ladino, c'est possible qu'il est juif. Donc, les cadres communautaires qu'ils ont essayé d'établir, ils voulaient essayer de unir tous les juifs qui sont arrivés donc, qui parlent le ladino, qui ne parlent pas le yiddish, ou qui parlent juif grec, ou qui parlent le juif arabe, essayer de leur donner une carte qui les organise et qui essaye de leur donner des possibilités de vie, des possibilités de se réunir. Et ça a marché à un moment donné. Il y avait beaucoup de difficultés aussi dans ces cadres-là. Alors, il y a aussi un chapitre très approfondi sur la place des femmes. Alors, il y a très peu de recherches qui s'est fait sur ces communautés, même que si on veut dire parallèle, la même quantité de Juifs qui sont arrivés au même temps en Israël, c'était à peu près la même quantité. Entre 1888 jusqu'à 1914, c'était la Aliyah Rishona et Ashniya, la première et la deuxième Aliyot. À peu près entre 50 et 100 000, on peut vérifier les trucs. Et on sait que les recherches en Israël, sur les Juifs qui sont arrivés en Israël dans ces années-là, ils sont très,
très élargi et très profond. Et sur la même somme de gens qui sont arrivés en Amérique, il n'y a pas eu beaucoup de recherches. Les recherches qui étaient faites n'ont pas pris en compte les femmes dans ces communautés. Donc, j'ai fait vraiment une recherche assez, comment on dit, pionnière. On dit pionnière? On dit pionnière en français? Oui, Euh, oui, sur, approfondie. à propos des femmes. Parce que j'ai vérifié vraiment leur développement spécifique des femmes dans les communautés sfarades. J'ai vu comment leur travail en dehors de la maison est développé aux États-Unis en comparaison avec ce qui s'est passé dans les mêmes années à Salonique et à Istanbul et tout ça. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de différences. J'ai vu comment, j'ai écrit et j'ai recherché comment ils sont mieux éduqués aux États-Unis, surtout à New York, et aussi les difficultés et les trucs qu'ils ont quand même évité leur développement et qui étaient beaucoup moins forts euh, que les femmes ashkénazes à New York au même temps. Ils n'ont pas réussi à avoir les mêmes positions, les mêmes développements qui ont eu les femmes ashkénazes au même temps avec parallèle à eux à New York. Alors, je vois que tu as aussi étudié la presse en ladino, le sionisme, et tu vas peut-être surtout nous parler de deux personnages hauts en couleur, Nessim Béchar et Albert Amato. Voilà. Alors, je vais faire vraiment une petite skira sur ces trois choses-là. Il y a eu plus que 13 journaux en ladino qui sont sortis aux États-Unis à partir depuis 1910 jusqu'à 1948. Effectivement, les journaux au ladino n'ont pas ils n'ont pas eu beaucoup de succès et ils sont pas restés longtemps, sauf deux. Il y a eu l'América qui a réussi à être publié pendant 20 ans, entre 1910 jusqu'à 1922 à peu près, quelque chose comme ça, 24. Et l'Avara qui a commencé en 1922 et qui a fini et il s'est arrêté de se publier que à 1948 quand l'éditeur est mort. Et c'est vraiment des sources très importantes pour l'histoire et la mémoire des Juifs qui parlent ladino aux États-Unis parce que il y a eu beaucoup de sujets qui sont montés dans ces journaux. Vous avez parlé de vous avez dit Évoquer deux personnages, deux Nessim personnages Béchar et Albert Amato. voilà. Alors, Albert Amato, il était aussi un journaliste et il était aussi un Oved Soziali, euh, socialiste worker Socialiste. aux États-Unis et il a même pris des cours de la langue pour les sourds, la langue Langue des signes. des signes, la langue des signes pour être rabbin, le premier rabbin sfarad pour les sourds aux États-Unis. Il a fait beaucoup de choses pour faire améliorer la vie de tous les Sfarades qui sont arrivés aux États-Unis. Pendant toute sa vie et à la fin de sa vie, il était arrivé à Los Angeles. Il était aussi un petit peu dans les films là-bas et tout. Et Nissim Becha, c'est un éducateur de l'Alliance qui est arrivé, il était directeur de l'école à Jérusalem de l'Alliance, il est arrivé à New York en 1910 et là-bas, il a fait tout ce qu'il peut pour améliorer la vie et l'éducation des Juifs qui étaient là-bas. Et pendant 30 ans, il était là-bas jusqu'à qu'il est mort. Et il a fait, et tous ceux qui l'ont vu, ils étaient très choqués il avait 60 ans, il est mort à 80 ans. Et jusqu'à la fin de sa vie, il marchait et il amenait des gens, des cafés turcs qui étaient ouverts à New York, il les amenait pour étudier l'anglais, il les amenait pour étudier euh, tout
et pour qu'ils arrivent d'améliorer leur vie et essayer de préserver leur héritage sfarade pour la prochaine génération. Alors, chers amis auditeurs, vous aurez compris que cette thèse est un maillon qui manquait dans la grande histoire juive sur la diaspora, donc séfarade, dans le début du XXe siècle aux États-Unis. Alors maintenant, nous allons attaquer la deuxième casquette, car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le docteur Merav Belaïch est une jeune rabbinite qui s'occupe de conversion dans le programme Native envers les civils et les militaires, donc dans l'armée. Alors Merav, présente-nous un petit peu ce programme Native. Alors, en Israël, il y a attends, pardon. En Israël, il y a beaucoup de non-juifs qui sont arrivés à l'État d'Israël grâce à Chok HaShivut, grâce à la loi qui permet aux fils et petits-fils de juifs faire la Aliyah en Israël et être Ezrach en Israël, être civique, comme ça on dit civique. Être israélien. Et être israélien, pardon, être israélien en Israël. Donc, il y a beaucoup de soldats à l'armée qu'ils sont pas juifs, d'après la pas par leur mère, en fait. Pas du bon côté. Exactement. Des fois, ils ont un père juif, des fois, leur grand-père des deux côtés sont juifs, mais la mère n'est pas juive. Et il y a une grande partie dans les dernières années sont nés en Israël. Donc, ils ont aussi l'éducation juive, ils parlent en hébreu, ils sont israéliens en tout leur israéliens chiloni, quoi, ou israéliens massorati, et ils arrivent à l'armée. Et des fois, c'est à l'armée qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas juifs. Des fois, c'est un très grand choc. Des fois, ils le savent au début. Et l'armée, ça fait depuis le début des années 2000, a ouvert un cours pour se convertir dans le cadre de l'armée. Il faut dire que la conversion, c'est la conversion de l'État d'Israël, c'est pas la conversion de Tzahal. Donc, leurs standards sont pas bas et c'est pas une conversion qui est rapide, c'est pas une conversion qui est simple. C'est une conversion complètement d'après les lois et d'après la halakha. Oui, pardon? Approfondie complètement. Ça en prend à peu près 1 an depuis qu'il commence jusqu'à la fin. Et il faut dire aussi que pas tous finissent le cours. Ceux qui finissent, c'est à peu près, d'après les dernières statistiques, à peu près 30%. Et de ceux qui commencent bien sûr le cours. Et donc, ça montre que c'est vraiment quelque chose, on était vraiment que les soldats qui se convertissent à l'armée, c'est des soldats qui savent que ça veut dire de maintenir une vie ilchatique. Ils sont pas obligés de s'identifier autant que dati ou de haredi ou quelque chose, mais ils doivent bien sûr garder la halakha, être Shomer Shabbat et tout. Et moi j'enseigne les fêtes, donc c'est le plus facile, le plus kef, le plus agréable, voilà, exactement. Mais c'est vraiment pas seulement la culture des fêtes, mais surtout ce qu'il faut faire et comment et tout. Et c'est très intéressant parce que ils découvrent que d'abord les religieux sont pas des monstres. Ils découvrent des fois c'est la première fois qu'ils rencontrent des gens religieux à l'armée. Et maintenant depuis le 7 octobre, on va reprendre les Hashem, on n'a pas encore repris à l'armée, seulement le civil. On va reprendre à la fin du mois le cours aussi militaire. Et c'est très impressionnant. Moi, je trouve que c'est très impressionnant que même maintenant, il y a énormément de soldats, énormément d'Israéliens, même en dehors de l'armée, qui veulent se convertir
Ils tout disent à fait. pas, OK, on n'est pas, on fait pas partie de ce peuple ou on veut, on a le Darkon français ou allemand ou quelque chose, alors on prend l'épée et on part d'ici. C'est l'inverse et j'étais très impressionnée. Et même les Batédines comprennent ça. Et c'est ma copine, elle m'a raconté, qui travaille avec moi aussi, qu'ils ont réussi les Maher non, on dit, pardon, j'ai oublié le mot, qu'ils arrivent plus tôt au Ah oui, Beddin. oui, Euh, il y a un couple que le mari, ils sont pas mariés, donc, mais ils sont un couple et il est à l'armée, il est à Gaza. On l'a fait sortir pour le Dioun et Baruch Hashem, il a passé le Dioun et il est devenu juif. Et c'était très émouvant que bien sûr. dans tout la guerre et tous les trucs, il y a des gens qui disent non, moi je veux maintenant. Il y a même des gens qui ont dit je veux qu'on me donne une date plus près parce que Chas v'Chalila, si je meurs ou quelque chose comme ça, je veux être enterré en tant que juif. Je veux pas être enterré en tant que non-juif. Et c'est très, je trouve que quand on touche le corps, Cœur, the essence bien, de le ce, cœur même. voilà. Et moi, je trouve que ça fait partie de la Géoula dans tout le tellement dur moment qu'on vécu tous maintenant, ça donne un petit peu de lumière, ça donne un petit peu d'espoir que ça fait que comment on commence une nouvelle étape dans la Géoula d'Israël, une nouvelle étape dans l'État d'Israël. Et la conversion, ça fait partie de ça. Mirav, est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons dans les programmes de Conversion. conversion? Il y a plus de filles, à peu près 70% de filles qui se convertissent et 30% de garçons. Garçons. Ça dépend des cours. Des fois, il y a un petit peu, c'est 40-60, mais d'habitude, c'est plus de femmes que d'hommes. Et c'est mondialement, les conversions, même pas seulement au judaïsme, c'est plus les femmes que les hommes qui cherchent, qui recherchent les, les, les racines, la mashmaout, euh, la profondeur de la Oui, vie. d'autant qu'en fait, pour elles, en tout cas pour la conversion au judaïsme, ça leur permet d'assurer à leur descendance l'appartenance au peuple juif, puisque c'est Oui. la mère qui donne le Et judaïsme. je veux dire aussi plus, c'est réaffirmer parce que beaucoup d'élèves que je reçois Oui, se pensent juifs. Ils se pensent juifs dans leur identité juif, pas seulement israélien. Ils savent que, par exemple, leur grand-père a survécu la Shoah. C'est le grand-père, malheureusement, pas du bon côté, oui, entre guillemets, hein, mais ils ont des histoires de Shoah. Leurs grands-pères ont le numéro sur la main. J'étais dans la cérémonie de le jour de la Shoah euh, euh, dans le cours à l'armée avec eux. Et tu vois, la Shoah, c'est leur histoire. oui, C'est pas quelque chose c'est juste la halakha Israël et juif ne les reconnaît pas en tant que juifs et c'est pour ça qu'ils doivent se convertir. On n'a pas, on pense pas que c'est quelque chose c'est quelque chose d'important. Il faut faire les choses comme il faut. C'est un club exclusif. On n'oblige personne à rentrer. S'il veut rester israélien en Israël, il n'y a rien qui lui manque s'il n'est pas juif. Mais des fois, ça complète leur identité et ça leur donne une réaffirmation. Et comme vous dites aussi, pour la la descendance. génération, la descendance, et il y a beaucoup des élèves qui me disent, oui, je fais ça pour ma grand-mère, je fais ça pour mon grand-père, je fais ça parce que je sens que je suis juif, j'ai besoin juste fermer l'histoire formelle. Il y a beaucoup qui n'ont pas les documents parce ils sont brûlés. Ils ont pas. C'est possible qu'ils sont juifs, mais ils peuvent pas le prouver, par Oui, exemple. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi de ça. bravo, kol hakavod. Alors, pour terminer cette émission, Mirav, quelques mots sur l'Institut Recanati pour l'héritage du judaïsme grec et thessalonicain.
où je travaille maintenant, Oui, dans l'archive, oui, dans le oui. musée. Alors, à Petah Tikva, dans la dernière étage d'une maison pour les âgés, il existe un petit musée qui collecte et garde et préserve l'héritage des Juifs qui sont arrivés de Salonique et de Grèce et aussi de la Turquie. Et il y a là-bas un archive de à peu près 50 000 documents qu'on préserve et qu'on catalogue et qu'on met en truc. Il y a un musée très, très beau et très gardé avec des belles expositions et les habits et les outils et les judaïka des familles ont envoyé au musée. Et il y a aussi, bien sûr, à côté sur la Shoah de Salonique, 97% des Juifs de Salonique sont morts à Auschwitz. Et je trouve que comme on connaît l'histoire des Juifs en Pologne et en Europe, c'est très important de savoir aussi sur la tapisserie, comme vous avez dit au début, de l'identité juive dans notre époque, il est aussi il y a aussi une place pour les juifs sfarades qui parlaient le ladino, qui avaient une très riche culture communautaire et familiale et sioniste même. Et voilà, et donc cet endroit, il préserve et moi, je travaille là-bas un petit peu, au catalogue, un petit peu aux recherches, et voilà, Voilà, Kavod. Mirav, ta thèse a été publiée en hébreu et en anglais ou que en hébreu? en hébreu. Je suis en talichim de le faire faire en livre, Bezrat Hashem, ça va Oui, sortir, et des articles, j'espère, Bezrat Hashem. Et cette année, l'année dernière, j'étais allée à New York j'ai fait passer une lecture euh, de Kenes AIS, Association of Israeli Studies. oui, C'est une organisation académique que chaque année ils font des conférences sur les études d'Israël. Donc chaque oui. année dans un autre pays, Bezrat Hashem cette année à Prague. Et voilà. Alors, j'espère que ça va sortir en livre et en article Je te le souhaite. dans les années qui arrivent. Besman Karov, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Donc, chers auditeurs, vous aurez compris que cette thèse sera vraiment très, très importante aussitôt publiée. Je me permettrai de revenir, Merav me préviendra quand elle sera publiée, et nous en parlerons de nouveau. Merci, Merav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.